va donc enchaîner sur la session 4 avec un focus sur la science de l'attribution des phénomènes météo extrêmes. Alors à chaque événement météo catastrophique, comme des inondations, une canicule, une sécheresse ou même une tempête, il y a une question qui revient sans cesse. Et la question c'est, est-ce que c'est lié au changement climatique ou pas? Eh bien, pour y répondre, une nouvelle science a été créée très récemment. C'est la science de l'attribution. Et c'est justement ce sur quoi travaille Davide Faranda, physicien de l'atmosphère, climatologue et spécialiste des phénomènes météo extrêmes au CNRS. Et je lui demande de nous rejoindre. Vous pouvez l'applaudir. Alors, Davide va nous faire une présentation de 30 minutes avec un petit temps pour les questions également à la suite. C'est à toi. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette journée et pour vous parler un peu de la science de l'attribution. Donc, moi, je travaille au CNRS, en particulier au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Et on travaille sur ce qu'on appelle justement la science de l'attribution. Donc, je vais essayer de rendre tout ça plutôt interactif. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre pour poser des questions si vous en avez. Et donc, voilà. Déjà, en fait, pourquoi c'est si difficile de faire les liens entre les phénomènes qu'on a dans la météorologie, comme les tempêtes, les vagues de chaleur, les vagues de froid, les cyclones et en fait les climats. Mais c'est déjà parce que dans le climat, on a une très forte complexité. Cette complexité est donnée par l'interaction de toute cette sphère. Ce ne sont pas sphères, hein, on est d'accord. L'hydrosphère, les océans, ce n'est pas quelque chose de sphérique. Mais vous savez, en fait, en physique, on aime toujours faire des approximations par des sphères. Donc, par exemple, les vaches sont aussi sphériques, notamment pour les physiciens. Mais en fait, pour nous, c'est quelque chose de très important pour pouvoir modéliser justement la complexité. Et en fait, c'est quoi que c'est très différent entre l'atmosphère, l'océan ou la Terre encore? Est-ce que vous avez des idées? Qu'est-ce qui est différent entre l'air et l'eau? Voilà, donc la viscosité, ce qu'on appelle la viscosité, la fluidité. En fait, les mouvements de masse d'air sont très rapides et les mouvements de l'océan sont beaucoup plus lents. Les mouvements de la Terre sont encore plus lents. Et donc, voilà, on est face à cette complexité. Mais cette complexité, ça se traduit en quoi, d'un point de vue du système climatique? En fait, c'est exactement quand vous parlez avec des personnes qui ont un âge très différent. Non? Alors moi, si je parle avec quelqu'un qui en ce moment est beaucoup plus jeune que moi, je vois qu'il est beaucoup plus rapide, il sait faire beaucoup plus de choses que moi. Heureusement, on va vers un progrès. Et quelqu'un de plus âgé il sera peut-être un peu plus lent à répondre. Donc il faut imaginer que quand l'atmosphère, qui est très dynamique et très rapide, parle avec l'hydrosphère, en fait, il met du temps pour faire arriver son signal. Voilà. Donc, effectivement, mettre ensemble toutes ces sphères, ça veut dire créer plein de mouvements, plein de choses belles et intéressantes qui se passent dans nos systèmes climatiques, donc les nuages, les courants océaniques, créer des forêts, créer des volcans. Toutes ces choses sont en interaction et donc c'est très difficile de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi quelque chose se produit dans le système. Donc quand on a une tempête, quand on a une vague de chaleur, en fait, comment on peut dire si c'était juste produit parce qu'il y a toutes ces choses qui se mettent ensemble ou c'est parce que c'est le changement climatique? Donc, en fait, déjà, on sait que les climats, ce n'est pas quelque chose de froid et moche. C'est très beau. Et donc, cette beauté, ça vient de quoi? Ça vient de notre étoile, le Soleil, qui nous envoie de l'énergie, et nous envoie de l'énergie dans le visible et dans l'UV, donc les ultraviolets. Okay? Donc ça, c'est la flèche jaune dans cette figure. Mais après, nous, on n'est pas des étoiles. Bon, même on pourrait s'espérer d'être des étoiles, mais en fait, non, on n'est pas des étoiles. Et donc, on ne brille pas la nuit, on renvoie dans l'espace de l'énergie. Est-ce que quelqu'un a vu le film de James Bond?
Donc, c'est quoi les lunettes? C'est de l'énergie. Voilà, c'est main rouge. Donc, c'est de l'infrarouge. Et cette énergie infrarouge est captée par l'atmosphère et renvoyée sur Terre. Okay? Sauf que on voit très bien, si on regarde la graphique de droite, on voit très bien que si on ajoute de la CO2, que c'est les simulations climatiques qu'on peut faire avec des modèles d'équations mathématiques qui reproduisent les 5 sphères que je vous ai montrées tout à l'heure, en fait, si on met de la CO2, on voit que la température monte. Et donc ça nous permet de reproduire les observations des températures globales en termes d'anomalies qu'on ne peut pas reproduire, vous voyez, si on met juste les composants naturels en interaction. Et environ à partir des années 2000, l'ensemble des simulations avec le CO2, qui est en orange, rouge, en fait, se sépare complètement de l'ensemble des simulations qui sont juste naturelles. Et donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on a déjà fait notre première attribution. Voilà. C'est tout simple que ça. En fait, à partir des années 2000, la température globale de la Terre ne peut pas être juste influencée par la nature. Il y a une composante humaine, et ça, c'est la première attribution qu'on peut faire. C'est sur la température globale. Est-ce que c'est très intéressant à partir d'aujourd'hui de faire cette attribution? Non, parce qu'en fait, vous voyez qu'à partir de 2010, en fait, tous les jours sont plus chauds sur Terre au niveau global. On peut trouver les signaux du changement climatique au niveau global dans tous les jours sur Terre à partir environ de l'année 2010. C'est un article qui a réalisé ça. Donc, alors, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On renvoie Davide à d'autres fonctions au CNRS, ou il y a encore des choses intéressantes à faire? En fait, il y a les extrêmes. Donc, les extrêmes, c'est des phénomènes localisés dans le système climatique. Ça veut dire, par exemple, des vagues de chaleur qui peuvent toucher en ce moment, pas seulement nous, parce que vous avez vu la météo dehors, mais ils touchent d'autres pays en ce moment, comme l'Inde, par exemple. Et en fait, on se demande si ces phénomènes sont aussi influencés par l'augmentation de la température globale. Donc, en fait, vous voyez, alors je ne sais pas ce que j'ai appuyé, mais j'ai compris, sûrement. Non, je n'ai pas compris. Donc, je demande s'il y a quelqu'un derrière de me remettre sur le bon écran. Mais voilà, j'ai appuyé quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais vous voyez, en fait, la chose importante, c'est le thermomètre là-haut qui nous indique que pour chaque niveau de réchauffement global, on aura des extrêmes qui vont impacter. Les premiers graphiques, c'est la température. Les deuxièmes, c'est l'humidité, merci. Et les troisièmes, c'était en fait les précipitations extrêmes. Donc au niveau global, on sait déjà ça, qu'il y aura des extrêmes qui vont être impactés. Je ne touche plus les boutons au milieu parce que c'est dangereux. Mais si on veut aller sur chaque événement extrême au niveau individuel, okay, c'est par exemple une vague de chaleur en France, ou une vague de froid aussi, un peu, ou un cyclone, je vous montrerai des cyclones. Comment on peut dire si l'événement était ou pas influencé par les changements climatiques? Est-ce que vous avez des idées? Bon, l'idée qu'on a, nous, c'est en fait de faire des gâteaux, parce qu'on aime beaucoup manger. Et en fait, alors imaginons que Karine, qui est mon amie, m'offre un gâteau au chocolat. Merci Karine. Dans ce gâteau au chocolat, moi maintenant je suis vegan, imaginons que je suis vegan, et donc je ne veux pas manger un gâteau au chocolat au beurre, mais je n'ose pas demander. Okay? Donc Karine après elle part, et je reste avec ce gâteau au chocolat. Et je le regarde. Donc le beurre, c'est le changement climatique. Comment je fais si j'ai un gâteau pour comprendre s'il y a du changement climatique dedans ou pas? Alors j'ai deux possibilités. Soit je prends une série de gâteaux que Karine m'a déjà offert, où j'ai noté, j'ai des photos, j'ai des records historiques de tout ça, mes données climatiques. Et donc je peux voir si à un moment il y a eu un changement, si ces gâteaux avaient un changement par exemple de couleur, de consistance, des saveurs, okay, que j'ai noté. Et donc, je peux dire, bien, à partir de ce moment-là, il n'y avait plus de beurre, il n'y a que des ingrédients végans. Okay? Et donc, ces gâteaux-là,
il ressemble plus à ce deuxième type de gâteaux qui n'ont pas de beurre. Et donc voilà, je fais une attribution, il n'y a pas de beurre dedans. Soit je suis très riche et j'ai plein de cuisines où en fait je peux tester faire plusieurs gâteaux avec et sans beurre et voir si les gâteaux de Karine ressemblent plus aux gâteaux avec le beurre qu'avec les gâteaux sans beurre. Vous suivez? Donc, soit pour faire l'attribution, je prends mon événement, je regarde une série très longue de données, avec beaucoup de données dans le passé très lointain et dans le présent, et je peux dire si mon événement ressemble plus aux événements du présent par rapport au passé, ou sinon, je peux lancer des simulations climatiques, la cuisine, avec ou sans émission de gaz à effet de serre, et voir où est mon événement plus probable, plus fréquent, à quoi il ressemble plus. Okay, donc, les deux méthodes sont importantes. Donc, il faut construire dans les deux méthodes un monde sans émission de gaz à effet de serre. Ça peut être soit le monde du passé, soit on les fabrique avec les modèles climatiques. Et alors, donc, nous, qu'est-ce qu'on s'est dit en France, en fait, qu'on pouvait faire? On a lancé à l'Institut Pierre-Simon Laplace Climameter, que c'est un outil qui permet de faire ces types d'analyse de façon hyper rapide. Aujourd'hui, on a écrit l'étude d'attribution pour la vague de chaleur en Inde, parce que vous avez entendu parler de la chaleur en Inde. Donc, vous trouverez lundi matin sur Climameter. Donc, en fait, on parle de 24-48 heures qui nous permet de regarder la situation météo et l'attribuer au changement climatique. Donc, pour faire cette chaîne très rapide, justement, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas utiliser l'option cuisine équipée, on va plutôt se servir des données historiques météorologiques au niveau mondial qui, à partir de 1979, sont mesurées par les satellites. Et on va jouer sur chercher les événements qui sont similaires à l'événement qui produit nos extrêmes dans le passé plus lointain, 1979-2000, et le comparer à ce qui se passe dans les décades plus récentes, 2001-2023. Okay? Donc, effectivement, ça nous permet de regarder des événements qui sont qui sont forts au météoclimat, quelque part, qui sont de la météorologie. Et donc, par exemple, de pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe à des phénomènes comme, qu'est-ce qu'on voit ici? Un ouragan, très bien. Et ça, c'est l'ouragan Irma, en fait. Donc, je vais vous montrer quel type de résultats on peut trouver sur l'ouragan Irma. Climameter, c'est aussi un protocole. Parce que vous pouvez dire, OK, vous faites des analyses statistiques et après, qu'est-ce que vous écrivez? En fait, pour éviter que notre jugement personnel des personnes qui travaillent dans le climat, dont certains sont aussi au niveau personnel engagés, en fait, nous, on ne veut pas ça, on veut rester scientifique. Donc, on a créé un protocole qui nous permet d'écrire les rapports d'attribution sur la base de la statistique qu'on observe. Ça nous permet de ne pas pouvoir choisir les titres de nos études d'attribution. Ils sont déjà pré-formatés. On doit juste les prendre d'une liste qui nous donne certains types de possibilités qui dépendent de la confiance qu'on a dans l'étude qu'on a réalisée. Je vais vous expliquer mieux qu'est-ce que je veux dire par ça. Donc déjà, en fait, qu'est-ce qu'on a analysé? On a analysé une quarantaine d'événements climatiques extrêmes et on a commencé à partir de juillet 2023. Donc on a un rapport environ par semaine qui sort et on est un consortium de 15 institutions au niveau global. L'étude sur l'Inde est faite, réalisée par moi-même, mais avec la collaboration de l'Université de Singapour. On a des collègues qui sont aux États-Unis, on a des collègues qui se trouvent dans plusieurs pays d'Europe et on a une discussion pour avoir des collègues qui sont de l'Amérique du Sud et aussi on a des collègues en Afrique du Sud.
Donc, la chose qui est intéressante dans les études qu'on a réalisées ensemble, qui portent sur plusieurs types de phénomènes, comme la pluie en bleu clair, le froid en violet, les vents en azur et les vagues de chaleur en jaune, en fait, on peut trouver la source des changements qu'on trouve. Et vous voyez qu'il n'y en a que 3 sur les 40 qu'on a analysés qui sortent de notre protocole comme étant juste de la variabilité du climat. Les autres 37 qu'on a analysés, ils sont tous influencés quelque part par les changements climatiques d'origine humaine, que ça veut dire, je répète, brûler des énergies fossiles. Okay? Donc c'est nous, avec nos énergies fossiles, et nous surtout les grands émetteurs historiques, les États-Unis et l'Europe, qui ont causé l'altération de ces phénomènes extrêmes qui impactent des millions et des milliards d'habitants de la planète Terre. Okay? Donc, effectivement, ça, c'est ce qu'on a. Et après, on peut aussi diagnostiquer si l'événement s'est produit pour la première fois ou si c'est quelque chose de récurrent. Donc, dans la deuxième jauge que vous voyez à droite, en fait, on a la rareté de l'événement. Ça nous permet de mettre la confiance dans nos études. Parce que si quelque chose s'est produit pour la première fois dans le système climatique, on ne peut pas savoir effectivement avec certitude que c'est le changement climatique d'origine humaine qui est en train de le produire. C'est peut-être juste parce qu'on n'a pas observé longtemps ces phénomènes. Okay? Donc, dans ce cas-là, quand on voit quelque chose pour la première fois, dans Climameter, vous trouvez faible confiance dans l'attribution. Pour nous, cette transparence est très importante parce que vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a un événement extrême, maintenant, certains journalistes des médias internationaux, ils écrivent encore avant d'avoir une étude d'attribution, c'était les changements climatiques. Cette communication qui est exagérée d'un point de vue scientifique, bien évidemment, ça fait que du mal à la discussion parce que les gens qui n'ont pas une formation solide en physique, et même certains collègues qui sont d'autres domaines, ils se disent, mais attendez, comment ça se fait? Il y a toute cette complexité du climat, ce n'est pas possible que tous les événements climatiques extrêmes soient influencés par les changements climatiques. C'est vrai, mais beaucoup, quand même, énormément des événements qu'on analyse, oui. Donc cette communication, ça nous permet aussi de remettre le point et dire oui, non, ou oui, mais avec faible confiance. Donc c'est ça qu'on veut faire dans Climameter. Donc je vous montre juste 2 exemples, après j'ai fini. Malheureusement, les écrans ne sont pas trop grands, mais vous pouvez regarder sur www.climameter.org les mêmes figures. En fait, dans Climameter, on a des jauges qui nous permettent de dire si l'événement est influencé par la variabilité naturelle du climat ou s'il est renforcé pour les changements climatiques ou si c'est un mélange entre les deux. Donc, par exemple, pour les inondations au Nord-Pas-de-Calais, et ça c'est aussi un rapport qu'on a confié au cabinet de Gabriel Attal qui nous a demandé Climameter pour pouvoir définir ses conclusions sur ce type d'événements et donc prévoir l'adaptation. C'est aussi le plan d'adaptation du ministre de la Transition écologique. Donc, Climameter contribue aussi à ça. En fait, vous voyez qu'on a un très fort rôle de la variabilité naturelle. Influencer quoi? Les trajectoires des tempêtes qui passent sur la France, qui sont passées sur la France pendant la saison 2023-2024. Vous l'avez vu, il y a eu un train de tempêtes qui est passé toujours entre, grosso modo, la France et l'Angleterre. Donc, alors, c'est où les changements climatiques d'origine humaine? C'est dans l'augmentation des précipitations, ici jusqu'à 15-30% en plus de précipitations par rapport au passé. Et c'est quoi les liens, en fait? Donc, la variabilité climatique nous fait passer les tempêtes, malheureusement cette année, toujours au même endroit, mais chaque tempête peut faire pleuvoir plus parce que chaque degré de réchauffement supplémentaire de l'atmosphère cause plus 7% d'eau précipitable qui donc est à disposition pour faire tomber justement plus de pluie. Pourquoi alors 15-30%? Eh bien parce que ça ne pleut pas sur nos têtes ce qui est là. En fait, cette
eau précipitable est transportée, imaginez-vous, des tropiques jusqu'à la France par des rivières atmosphériques. Donc des couloirs d'eau qui voyagent dans l'atmosphère, donc plus 7%, qui devient plus 14, plus 15, plus 30%, jusqu'à quand tombe sur la France. Et donc voilà, c'est les conclusions, même si vous ne pouvez pas trop voir les... Et les dernières que je vous présente, c'est l'ouragan Irma, où en fait on voit une très forte composante du changement climatique d'origine humaine ici, et pas trop de variabilité naturelle, dans l'augmentation de la précipitation sur certaines zones, comme par exemple Santo Domingo et aussi Haïti. Aussi avec des vitesses de vent qui sont augmentées. Donc les deux choses à la fois, Climamètre, ça nous permet aussi de diagnostiquer plusieurs variables à la fois qui sont influencées par les mêmes phénomènes météorologiques, dans ce cas-là, un cyclone. Donc là, on a un programme qui commence à l'Institut Pascal à l'Université Paris-Saclay pendant un mois pour travailler encore plus à l'attribution des cyclones tropicaux et à leur lien avec les changements climatiques, qui reste un sujet difficile, puisque justement les cyclones, c'est des objets complexes. Vous voyez ici, en fait, si vous voyez ici la trace du cyclone en termes de pression, après les changements qui se trouvent sur la deuxième ligne du climamètre ne sont pas homogènes sur la région qu'on regarde. C'est beaucoup de couleurs qui pour vous sont difficiles à comprendre en ce moment dans le public parce que je passe vite, mais vous ne voyez pas dans les changements de précipitation une carte qui est homogène, bleue. Il y a des zones où il n'y a pas d'effet qu'on peut voir et donc on doit comprendre comment rendre plus clair ce type de résultats. Bon, donc en fait, moi je m'arrête là. Il y a un QR code de Climamètre, mais vous voyez aussi que moi j'ai un autre QR code ici, que c'est Climarisque, c'est les jeux sur les changements climatiques qu'on vous présente à l'étage 0 au stand de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Donc après, vous pouvez soit me suivre comme une espèce de pion jusqu'en bas pour venir jouer avec moi, Greta et Gisella, ou sinon, vous pouvez aussi me suivre pour prendre le QR code et jouer avec vous. Donc les perspectives sont bien sûr réalisées plus de ces études, mais la perspective finale de l'attribution est probablement juste que nous, on prend conscience de ces changements et du fait que les événements extrêmes impactent déjà aujourd'hui beaucoup nos activités humaines, nos activités sociales, nos activités économiques. Et en fait, vous le voyez sur le cas de l'Inde que je vous invite à regarder lundi, 50 degrés, il n'y a pas d'adaptation possible, il y a une seule voie. Et la seule voie qu'on peut suivre, c'est tous ensemble réduire les émissions de gaz à effet de serre et faire ça aussi et surtout au niveau, pas de chaque pays, mais déjà au niveau régional, que c'est l'échelle du climat, donc au niveau de l'Europe. Je vous laisse avec ça et je suis heureux de répondre à vos questions. Bonjour, deux questions s'il vous plaît. La base de comparaison de 20 ans, c'est assez courte. On sait qu'il y a des processus atmosphériques et climatologiques qui se passent sur des échelles beaucoup plus longues. Comment est-ce que ça influence la confiance dans l'attribution? Deuxième question, comment est-ce que vous choisissez les événements d'analyser? Merci. Alors, la première question, en fait, on est quelque part, le fait d'avoir une période plus courte, c'est peut-être ce qui nous donne une borne inférieure à nos études. On ne veut pas dire que tout ce qu'on trouve dans le climamètre, c'est tous les changements climatiques, mais c'est déjà les signaux du changement climatique récent. Et donc, on a des méthodes statistiques qui nous permettent d'exclure ou pas les modes de variabilité du climat, donc les phénomènes comme El Niño, par exemple, qui peuvent influencer les phénomènes. Et sur la deuxième question, c'était le choix des événements. En fait, ça, on a un groupe Slack avec tous les experts mondiaux. On choisit la région qui contient les phénomènes météorologiques qui a causé l'extrême. Donc, par exemple, la zone qui contient la zone de basse pression qui correspond à la tempête ou la zone de haute pression qui correspond à la vague de chaleur. Après, on fait des tests de sensibilité, quelques-uns, parce qu'on n'a pas
tout le temps de faire tous les tests, mais on réfléchit aussi avec l'intelligence artificielle qui nous aide déjà à écrire les rapports, comment on pourrait avoir une façon automatique de choisir la région. Merci pour ces questions. Oui, bonjour. Alors j'ai une question, vous en avez parlé au tout début, de l'influence du soleil sur le climat. Et c'est vrai que là, on l'a vu dernièrement, hein, on sait que l'activité solaire est très intense et il est prévu, comme ça fonctionne par cycle, dans une dizaine d'années, que ce soit plutôt l'inverse. Et je voulais savoir si ça avait vraiment une influence, est-ce que ça pourrait atténuer la part du réchauffement climatique ou est-ce qu'il y a des études là-dessus? Oui, il y a bien évidemment des études là-dessus, merci pour cette question. Oui, la bonne nouvelle, c'est oui, il y a une influence. La mauvaise nouvelle est qu'elle est très petite par rapport. En fait, c'est un facteur 10. L'influence du soleil est de l'ordre de 0,1, 0,2 degrés sur les réchauffements qui, au contraire, continuent à monter imperturbés. Pour l'instant, ils montent. Et en fait, on est déjà à 1,5 degrés au niveau global. Donc, on est déjà cette année à les seuils qui étaient fixés comme à ne pas dépasser par l'accord de Paris. Merci, professeur David, pour cette communication. J'ai juste une petite question à vous poser. Alors, les laboratoires qui participent à votre étude, est-ce que vous savez les spécialités de membres de chaque laboratoire? Est-ce qu'il y a des statisticiens, il y a des physiciens? Alors, c'est les membres de chaque labo qui Alors, merci beaucoup pour cette question. Donc, dans les 15 laboratoires qui sont affiliés à Climameter, qui reste quelque chose de volontaire. Donc, nous, on le fait beaucoup extra à notre travail. Donc, les soirs, la nuit et le week-end. Bon, mais on le fait avec plaisir. C'est que des physiciens de l'atmosphère ou des personnes qui travaillent dans la statistique. Et c'est des personnes qui travaillent sur l'attribution des événements climatiques extrêmes. Donc, effectivement, pour l'instant, on a ces 4 types d'événements qu'on peut regarder, pluie extrême, vent extrême, température extrême, froid et chaud. Mais comme je pense que votre question veut aussi demander, est-ce qu'on aura autre chose dans Climameter? Oui, on y travaille. On travaille pour ajouter avec des experts qui sont plus interdisciplinaires des changements de mortalité lors des vagues de chaleur, les incendies des forêts, ou encore les vagues de chaleur marines qui sont importantes, par exemple dans les îles tropicales pour tout ce qui est pêche et aussi blanchissement des coraux. On travaille aussi avec des spécialistes plus dans les transports pour voir quel est l'impact des changements climatiques sur les infrastructures et aussi les infrastructures de transport, les aéroports, les gares, les autoroutes. Donc, on essaye d'aller vers ces aspects qui sont plus attribution des impacts sur la population. Bon, bravo déjà pour cette présentation et la pédagogie qui nous aura permis de bien comprendre les recettes de cuisine et le lien avec le climat. Non, merci. J'ai 2 questions. La première, c'est sur les 40 événements, vous dites presque tous. Est-ce que vous avez un pourcentage pour qu'on ait une idée chiffrée? Et ma deuxième question, c'est, bon, là vous nous présentez quelque chose en lien avec l'attribution des phénomènes météo extrêmes, mais est-ce que l'Institut Laplace travaille aussi sur les phénomènes classiques? C'est-à-dire qu'au-delà du lien effectivement entre réchauffement climatique et météo extrême, il y a aussi probablement des recherches à mener sur l'influence du réchauffement climatique sur des phénomènes typiques, classiques. Dans mon cas, par exemple, l'évolution des orages sur les dernières années, quoi. Alors, merci beaucoup pour cette question. Donc, en fait, on ne peut pas vraiment dire des pourcentages. Dans notre cas, c'est 95%. Mais on a déjà un choix qui est fait, que c'est des phénomènes extrêmes qu'on attribue. Donc, on ne peut pas dire que l'échantillon qu'on considère soit significatif au niveau statistique. Et deuxième question, oui, on travaille beaucoup sur les orages, notamment moi, c'est ma passion principale, les orages.
Et je vous invite à regarder sur les actualités de l'Institut Pierre-Simon Laplace. On a publié une des premières études, ce n'est pas vraiment de l'attribution, mais c'est la détection des derechos en France, donc comme l'événement qui a frappé la Corse en 2022, et on a pu voir qu'il y a un effet du changement climatique dans l'augmentation de la chaleur humide, qui est un des précurseurs de ces phénomènes. Les orages sont très intéressants parce qu'il y a aussi, bien évidemment, beaucoup d'atmosphère, de météorologie dedans, et donc je suis sûr que dans les prochaines éditions de ce forum, on en parlera beaucoup, aussi d'un point de vue climat. Merci. Merci David. Et j'avais une dernière question pour David, s'il te plaît. Alors, rapidement, très rapidement. Oui. Donc, merci pour ce travail, c'est très important pour nous, l'attribution. Est-ce que tu as pu avoir des interactions vis-à-vis de ce que vous proposez de votre travail par rapport à des climato-sceptiques, je dirais des climato-sceptiques sincères, des gens qui sont prêts à réfléchir, des gens que ce travail d'attribution peut amener à réfléchir? Alors, climato-sceptique sincère, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais faut être un peu mauvaise foi pour être climato-sceptique à un moment ou l'autre, parce que le signal est tellement évident. Mais oui, en fait, là, c'est plutôt... en fait, l'interaction, c'est plutôt... la motivation des climaméters, c'est qu'en fait, on s'est dit qu'il faut créer quand même un outil transparent, puisque on doit essayer d'avoir des rapports qui montrent vraiment là où est le rôle du changement climatique. Après, on trouve quand même que sur les vagues de chaleur, on a des changements de température, même si on considère que ces deux décades, deux décennies, 1980-2000 et 2000-2020, on a déjà des changements de température jusqu'à 5-6 degrés. Par exemple, c'est ce que j'ai travaillé avec des étudiantes dans les Cévennes cette semaine en école d'été pour des doctorants. La vague de chaleur de 2019 en France, ici à Paris, était déjà 5-6 degrés plus chaude à cause du changement climatique. Donc vous voyez que ça ne suffit pas à les 1,5 degrés. Donc effectivement, tous ces arguments, c'est pour dire oui, on a quelque chose de transparent, mais malheureusement, même si on fait un outil assez transparent, on se retrouve avec des chiffres qui nous montrent que c'est assez urgent d'agir et d'agir tout de suite, et que certaines actions d'adaptation ne marcheront pas si on ne va pas aussi vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Merci David et merci pour vos questions.